Et si tout ce que vous croyez savoir sur la santé était faux, et si, chaque matin, vous détruisiez sans le savoir le remède le plus puissant de la nature? Ce n'est pas une théorie, c'est un fait. Aujourd'hui, je vais vous révéler le secret que même votre médecin ignore. Je vais vous dire quelque chose que vous n'oublierez pas. Ce matin-là, à Lyon, une femme de 64 ans s'est regardée dans le miroir et a murmuré « J'ai tout essayé. Même le curcuma ne marche plus. » Son nom est Monique. Elle avalait sa poudre dorée chaque jour, religieusement, persuadée qu'elle faisait tout correctement. Un peu dans son smoothie du matin, une pincée dans sa tisane, une touche dans sa soupe du soir. Pendant 6 mois, sans résultat. Ses genoux restaient gonflés, ses nuits interrompues, sa fatigue constante. Elle avait lu que le curcuma était miraculeux. Mais dans son corps, il ne se passait rien. Quand elle est venue me voir, elle avait ce regard de lassitude que je reconnais trop bien, celui d'une femme qui a perdu confiance dans son propre corps. Je suis le docteur Jacques Morel et j'aide les personnes de plus de 60 ans à retrouver leur vitalité naturellement. En 20 ans de pratique, j'ai vu des centaines de patients avaler du curcuma comme on avale un espoir. Et j'ai découvert une vérité si dérangeante qu'elle m'a moi-même bouleversé. La majorité d'entre eux gaspillaient littéralement le pouvoir de cette épice avant même qu'elle n'entre dans leur sang. Vous croyez connaître le curcuma. Laissez-moi vous prévenir. Presque tout ce qu'on vous a dit à son sujet est incomplet. On vous a parlé de ses vertus anti-inflammatoires, de ses bienfaits pour le cœur, pour la mémoire, pour les articulations. Mais on a oublié de vous dire ceci. Dans 95% des cas, votre corps n'en absorbe qu'une poussière. Une cuillère à café, il n'en reste qu'une pincée utile. Le reste est détruit, digéré, éliminé, disparu. Et ce n'est pas de votre faute. C'est la faute d'une erreur si subtile, si anodine, que même les personnes les plus attentives à leur santé tombent dans le piège. Une erreur qui se cache dans votre assiette, dans votre tasse de café, dans votre routine du matin. Une erreur que vous commettez peut-être aujourd'hui sans le savoir pendant que vous m'écoutez. Quand j'ai demandé à Monique « Avec quoi prenez-vous votre curcuma ?» Elle m'a répondu fièrement « Oh, toujours avec mon yaourt aromatisé à la vanille, c'est délicieux. » Et c'est là que tout s'est éclairé. Ce n'était pas le curcuma qui ne marchait pas, c'était sa combinaison. Son corps, au lieu d'absorber la curcumine, le principe actif du curcuma la neutralisait, littéralement. Comme si, à chaque gorgée de sa boisson dorée, elle jetait de l'or dans l'évier. À cet instant, j'ai compris que des milliers de personnes dans le monde faisaient la même erreur, et que la médecine moderne ne leur avait jamais expliqué pourquoi. Je me souviens encore du ton de sa voix quand elle m'a dit « Vous voulez dire que tout ce que j'ai pris depuis 6 mois n'a servi à rien ?» Je lui ai répondu doucement « Non, Monique, ça a servi à une chose. Vous êtes ici aujourd'hui, prête à comprendre enfin comment utiliser cette épice comme elle mérite de l'être. Parce que voici la vérité que personne ne vous dit. Le curcuma n'est pas une poudre magique. C'est une clé. Et une clé n'a de sens que si elle ouvre la bonne porte. Mais imaginez que vous utilisiez cette clé depuis des mois sur la mauvaise serrure. Vous forcez, vous tournez, rien ne se passe. Vous vous épuisez. Et un jour, on vous montre la vraie porte. Vous essayez et soudain, tout s'ouvre. C'est exactement ce qui est arrivé à Monique. 3 semaines après avoir corrigé 3 simples erreurs alimentaires, elle m'a écrit une lettre. Je la garde encore dans mon bureau. Docteur, je me suis réveillé sans douleur. Je peux plier les genoux, je revis. C'est à ce moment-là que j'ai su que cette découverte devait être partagée. Parce que ce que j'ai découvert ne concerne pas seulement Monique, cela concerne peut-être vous, votre père, votre mère, votre ami, ou cette personne qui prend du curcuma depuis des années sans en ressentir les bienfaits. Le problème n'est pas dans la plante, il est dans la manière dont nous la traitons. Vous voyez, depuis des milliers d'années dans la médecine ayurvédique indienne, le curcuma est considéré comme un feu vivant, un élément sacré. Les anciens savaient déjà qu'il devait être activé, marié à certains ingrédients et séparé d'autres. Aujourd'hui, la science occidentale le confirme. Sans ces conditions, votre corps rejette plus de 89% de la curcumine. Et cette réalité, que l'on préfère taire pour vendre des compléments hors de prix,
explique pourquoi tant de personnes restent malades malgré leurs efforts. Je vous le dis franchement, si vous mélangez votre curcuma à certains aliments que je vais bientôt vous révéler, vous détruisez ses pouvoirs avant même qu'il n'ait une chance d'agir. Et pourtant, corriger, cela ne demande pas d'argent, pas de produits miracles, juste un peu de connaissance et de rigueur. Je me souviens de cette nuit où j'ai rouvert tous mes anciens dossiers médicaux. J'ai réalisé que tous mes patients qui avaient échoué avaient un point commun. Ils associaient le curcuma aux mauvais aliments. C'était si évident que j'en ai eu le souffle coupé. J'ai passé les semaines suivantes à vérifier mes hypothèses, à comparer les études de Harvard, de Johns Hopkins, de l'Université du Michigan. Toutes confirmaient ce que j'avais vu sur le terrain. Le curcuma peut être un élixir puissant, mais seulement si on le comprend. Depuis ce jour, ma mission est devenue simple, révéler la vérité cachée du curcuma. Mon objectif n'est pas de vous vendre une pilule. Mon objectif est de vous rendre votre pouvoir, ce pouvoir de guérir, d'agir, de comprendre votre propre corps. Alors avant de continuer, posez-vous une question. Et si, depuis tout ce temps, vous aviez simplement manqué le détail qui change tout? Et si votre santé, votre mobilité, votre clarté mentale dépendaient non pas d'une dose, mais d'une combinaison? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes peut transformer votre rapport à cette épice et à votre corps tout entier. Et si vous aimez ce type de découverte, mêlant science, expérience et vérité naturelle, abonnez-vous à la chaîne. C'est votre geste simple mais précieux pour soutenir ce travail et me donner la force de continuer à créer ces vidéos qui, je l'espère, changeront votre quotidien. Maintenant, avant de passer à la suite, j'aimerais vous poser une question qui en dit long sur votre façon de penser. Selon vous, qu'est-ce qui détruit le plus la puissance du curcuma? A, le fait d'en consommer trop peu. B, le fait de le combiner avec les mauvais aliments. Commentez simplement A ou B sous cette vidéo. Je lirai vos réponses. Et dans la prochaine partie, vous saurez si votre instinct vous avait guidé dans la bonne direction. Quand j'ai commencé à travailler avec les personnes de plus de 60 ans, j'ai compris une chose essentielle. Ce n'est pas seulement le temps qui use le corps, mais l'incompréhension que nous avons de lui. Nous croyons qu'à mesure que les années passent, il suffit de faire comme avant. Manger sainement, bouger un peu, prendre nos compléments pour rester en forme. Mais la vérité, c'est que le corps change, silencieusement, profondément, et que ces changements invisibles redéfinissent toutes les règles du jeu. Je me souviens d'un homme, Lucien, 68 ans, ancien professeur de lettres. Un homme cultivé, précis, méthodique. Il notait dans un carnet tout ce qu'il mangeait, les heures de ses repas, les effets ressentis. Il avait commencé à prendre du curcuma après un article qu'il avait lu sur ses vertus anti-inflammatoires. Pourtant, malgré 6 mois d'une discipline irréprochable, rien ne s'était amélioré. Ses articulations restaient raides, ses doigts gonflés le matin, et cette fatigue diffuse qu'il ne comprenait pas. Quand il m'a tendu son carnet, je l'ai parcouru attentivement. Tout semblait parfait. Et pourtant, quelque chose en moi me disait que ce n'était pas le curcuma qui posait problème, mais son corps. Je lui ai demandé, « Lucien, saviez-vous que votre système digestif ne fonctionne plus comme il y a 20 ans ?» Il m'a regardé, surpris, presque vexé. « Comment ça ?»« Je mange mieux qu'avant. » Je lui ai souri. « Vous mangez mieux, mais votre corps n'absorbe plus de la même façon. » C'est là que commence la vraie histoire du curcuma et de la plupart des plantes médicinales. Elles ne dépendent pas seulement de leur qualité, mais du terrain dans lequel elles agissent, votre organisme. Avec l'âge, votre estomac perd jusqu'à 40% de son acidité naturelle. Cela signifie que les aliments ne sont plus décomposés aussi finement qu'avant. Ce qui, à 40 ans, se digérait sans effort, devient à 60 une épreuve silencieuse. La production d'enzymes ralentit, la muqueuse intestinale se fragilise et les portes d'absorption se ferment peu à peu. Le curcuma, lui, a besoin d'un environnement actif, d'un feu digestif fort pour libérer sa curcumine. Sans ce feu, il reste inerte. Mais ce n'est pas tout. Le foie, ce grand régulateur, devient plus prudent avec le temps. C'est un peu comme un gardien d'usine qui aurait vu trop de substances étrangères passer. Il devient méfiant, sélectif,
presque suspicieux. Ce mécanisme, qu'on appelle le métabolisme de premier passage, agit comme un filtre de sécurité. Tout ce qui entre dans le sang doit d'abord être vérifié, neutralisé si nécessaire. Le problème, c'est que ce filtre ne fait pas la différence entre le poison et le remède. Il détruit sans distinction, parfois même ce qui pourrait vous guérir. Je me souviens avoir montré à Lucien un schéma de ce processus. Ses yeux se sont écarquillés quand il a compris que 89% de la curcumine qu'il avalait chaque jour était détruite par son propre foie avant même d'avoir pu agir. « Alors je me bats contre moi-même, m'a-t-il dit d'une voix étonnée. « Pas contre vous-même, ai-je répondu, mais contre un système qui cherche à vous protéger. Un peu trop bien. » Cette phrase l'a fait sourire, mais en réalité, elle décrit parfaitement le paradoxe du corps humain. Ce que la nature a créé pour nous défendre devient parfois une barrière à la guérison. Et cela explique pourquoi tant de personnes âgées ne ressentent aucun effet malgré des efforts sincères. Ce n'est pas leur discipline qui manque, c'est la stratégie. Depuis ce jour, j'ai commencé à observer ces mécanismes chez tous mes patients. Et ce que j'ai découvert m'a fasciné. Avec l'âge, le corps ne devient pas moins efficace, il devient plus sélectif. Il apprend à dire non. Non à ce qu'il ne reconnaît pas, non à ce qu'il dérange, même si cela vient d'une bonne intention. C'est une forme de sagesse biologique, mais aussi un défi pour nous, médecins et chercheurs. Le curcuma en particulier est un test de cette sagesse, car son efficacité dépend entièrement de la capacité du corps à lui faire confiance. La curcumine, cette molécule dorée, est vue par le foie comme une étrangère, et l'organisme, croyant bien faire, déclenche une série d'enzymes destinées à la détruire. C'est une forme d'autosabotage inconscient, un réflexe protecteur mal orienté. Alors, comment contourner ce garde du corps intérieur? Comment convaincre votre organisme que la curcumine est une alliée, non une menace? C'est là que la connaissance devient votre arme, car une fois que vous comprenez le fonctionnement du corps, vous cessez de le combattre. Vous commencez à coopérer avec lui. Je me souviens d'un soir d'hiver, à mon cabinet de Lyon, en train d'examiner les résultats sanguins de plusieurs patients. Ceux qui avaient corrigé leur alimentation en fonction de ces principes avaient une chose en commun: des marqueurs inflammatoires en baisse, une énergie retrouvée, un regard plus vivant. Leur curcuma n'était plus gaspillé, il était absorbé, intégré, utilisé. Cette différence, pourtant minuscule à première vue, change tout. Une digestion légèrement plus lente, un foie un peu trop protecteur, une muqueuse intestinale fatiguée, et soudain, le médicament naturel le plus puissant du monde devient inopérant. Ce n'est pas un défaut du curcuma, c'est un rappel que le corps n'est pas une machine à remplir, mais une intelligence vivante à écouter. Beaucoup de mes confrères parlent de traitement ou de protocole, mais je préfère parler de dialogue. Car tout commence par une conversation silencieuse entre vous et votre corps. Quand vous avalez quelque chose, votre corps ne reste pas passif. Il évalue, il juge, il réagit. Et plus vous vieillissez, plus cette conversation devient exigeante. Le curcuma n'échappe pas à cette règle. Lucien, après quelques semaines d'ajustement, a commencé à comprendre cette logique. Il m'a dit un jour avec une pointe d'humour: « Finalement, mon corps est comme un vieux professeur. Il n'accepte plus les copies bâclées. Il veut la rigueur. » J'ai ri, parce qu'il avait raison. À partir d'un certain âge, le corps réclame de la précision. Il ne pardonne plus les approximations. Et c'est ce que la plupart des gens oublient. Ce que je veux que vous reteniez, c'est ceci. Ce n'est pas votre âge qui vous empêche de guérir. C'est la manière dont vous l'abordez. Votre corps n'a pas perdu sa puissance. Il a simplement changé de langage. Et si vous apprenez à lui parler à nouveau, à travers vos choix alimentaires, vos rythmes, vos associations, il vous répondra. Le curcuma, dans ce sens, devient un symbole. Il vous enseigne que la guérison ne réside pas dans la quantité, mais dans la justesse. Le secret n'est pas dans ce que vous ajoutez, mais dans ce que vous comprenez. Alors la prochaine fois que vous tenez une cuillère de cette poudre dorée entre vos doigts, souvenez-vous, ce n'est pas seulement une épice. C'est un test de votre capacité à écouter votre propre corps. Car vieillir, ce n'est pas perdre, c'est apprendre à coopérer avec soi-même d'une façon plus fine, plus humble, plus intelligente.
Et si vous y parvenez, alors l'âge ne sera plus un obstacle, mais un allié. Et votre curcuma, enfin, deviendra ce qu'il aurait toujours dû être, le miroir lumineux de cette alliance retrouvée. Je me souviens très bien du jour où j'ai compris que la cuisine de nos patients était parfois leur pire ennemi. C'était un mardi matin, dans mon cabinet de Lyon. Une femme élégante, la soixantaine, entre avec un sourire un peu crispé. Elle s'appelait Colette, et elle portait ce parfum discret des femmes qui ont pris soin d'elle toute leur vie. Pourtant, sous ce vernis de sérénité, je sentais la fatigue, la douleur diffuse, cette lente usure que la politesse ne peut pas masquer. Elle me dit « Docteur, je ne comprends pas. Je fais tout ce que vous recommandez. Je mange sainement, je marche chaque jour, je bois mon lait doré au curcuma tous les matins, mais mes articulations me font encore souffrir. » Je lui demande calmement « Parlez-moi de votre lait doré, Colette. Comment le préparez-vous » Elle sourit. « Je le fais avec du lait de vache bio, bien chaud, un peu de miel, une touche de vanille. » Et j'ai senti une sorte de vertige me traverser, car derrière cette phrase anodine se cachait le premier saboteur silencieux, les produits laitiers transformés. Je lui explique alors ce que très peu de gens savent. La caséine, cette protéine présente dans le lait, agit comme une prison moléculaire. Elle s'enroule autour de la curcumine, la bloque, la rend inerte. Imaginez une minuscule camisole de force autour de la substance active du curcuma. Le corps, même plein de bonne volonté, ne peut plus rien en faire. Mais ce n'est pas seulement la caséine. Les produits laitiers industriels contiennent des stabilisants, des émulsifiants, des additifs dont les noms imprononçables se glissent dans les étiquettes. Ces molécules, conçues pour prolonger la durée de vie du produit, perturbent l'équilibre fragile de votre microbiote intestinal. Le système digestif, saturé, mobilise toute son énergie pour décomposer ces substances étrangères, laissant le curcuma de côté, impuissant. Je lui ai conseillé de remplacer son lait par une version végétale, lait de coco pur, non sucré. Elle m'a regardé, sceptique. « Ce n'est qu'un détail. Vous croyez vraiment que cela changera quelque chose ?» Je lui ai répondu « Ce ne sont jamais les détails qui comptent, Colette. Ce sont les fondations. » 2 semaines plus tard, elle m'a écrit « Je peux enfin ouvrir mes bocaux sans douleur. » C'est à ce moment-là que j'ai compris l'ampleur du problème. Des milliers de gens souffraient non pas parce qu'ils manquaient de curcuma, mais parce qu'ils le noyaient dans des ennemis invisibles. Le deuxième saboteur, plus discret encore, c'est l'acidité. Les aliments acides ont une puissance chimique qu'on sous-estime. Le vinaigre, les sauces tomates, le jus d'agrumes, le vin, tous créent un environnement où la curcumine se dégrade en moins d'une demi-heure. C'est un processus invisible, mais implacable. Le pH tombe, les molécules se déforment et l'or du curcuma devient poussière sans valeur. Je pense à Jean-Paul, un ancien sommelier de Bordeaux. Il avait pris l'habitude, chaque matin, de boire un verre d'eau tiède au vinaigre de cidre pour la digestion en y ajoutant une pincée de curcuma. Il croyait créer une potion miracle. Il créait en réalité une réaction d'annulation. Je lui ai demandé de séparer les deux de 3 heures. 3 heures seulement. Et un mois plus tard, il m'a confié que sa douleur chronique à l'épaule, qu'il croyait irréversible, avait diminué de moitié. Ce n'est pas de la magie, c'est de la chimie du vivant. Le plus tragique, c'est que beaucoup de personnes bien intentionnées font cette même erreur. On leur a dit que le vinaigre nettoie, que le citron alcalinise, que le vin rouge protège le cœur. Et c'est vrai, mais pas au même moment, pas avec le curcuma. Tout est une question de timing. La santé, c'est une chorégraphie subtile. Si vous faites les bons gestes, mais pas dans le bon ordre, la danse s'effondre. Le troisième saboteur, enfin, c'est celui que j'appelle l'inflammation déguisée. Le sucre. Je me souviens de Georges, un ancien contremaître de Marseille, solide, jovial, mais épuisé. Il me disait « Docteur, je prends mon lait doré tous les soirs, avec du miel et un peu de sirop d'agave, c'est bon, non ?» J'ai hoché la tête et lui ai répondu « Bon, oui, bienfaisant. » Non, parce que le sucre même naturel reste une invitation à l'inflammation. Il élève brutalement la glycémie, provoque une cascade de cytokines, déclenche un feu intérieur contre lequel le curcuma tente désespérément de lutter. C'est comme verser de l'eau sur un brasier tout en y jetant de l'huile. Le sucre est une contradiction.
Je lui ai demandé de remplacer sa douceur du soir par une pointe de cannelle, pas pour le goût, mais pour la science. La cannelle régule le sucre et amplifie l'absorption de la curcumine. 6 semaines plus tard, Georges a retrouvé la souplesse de ses mouvements. Il riait en me disant « Vous aviez raison, docteur. Ce n'était pas le curcuma qui dormait, c'était moi. » Ces 3 saboteurs, le lait transformé, l'acidité, le sucre, sont les ennemis les plus dangereux, justement parce qu'ils se cachent dans ce que nous croyons bon. Ils n'ont rien d'interdit ni d'étrange. Ils sont dans nos cuisines, dans nos habitudes, dans nos petits plaisirs quotidiens. C'est pour cela qu'ils sont redoutables. Je me suis souvent demandé pourquoi la nature avait rendu les choses si sensibles. Pourquoi une simple erreur d'association pouvait annuler des semaines d'efforts. Et au fil du temps, j'ai compris. Parce que la guérison demande de la conscience. Notre monde moderne nous a appris à consommer mécaniquement, à chercher des résultats rapides, à croire qu'une poudre, une capsule ou une boisson peut tout résoudre. Mais le corps ne réagit pas à la vitesse du marché. Il réagit à la qualité de notre attention. Quand j'enseigne cela à mes patients, je vois toujours la même lueur dans leurs yeux. Un mélange de surprise et de soulagement, comme s'ils réalisaient que la santé n'est pas perdue, seulement mal comprise. Et c'est exactement là que commence la vraie transformation. Non pas dans l'ajout de quelque chose, mais dans la suppression de ce qui sabote. Un jour, Colette m'a dit « Vous savez, docteur, j'ai longtemps cru que bien manger, c'était accumuler les super-aliments. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était surtout apprendre à ne pas mélanger le poison avec le remède. » Sa phrase était d'une justesse désarmante. Depuis, j'enseigne cette idée simple. Si vous voulez que le curcuma guérisse, arrêtez d'abord de le blesser. Ne le noyez pas dans le lait qui l'étouffe, ne le jetez pas dans l'acide qui le détruit, ne le sucrez pas jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Offrez-lui un environnement où il peut respirer, vivre, agir. Car dans chaque cuillère de curcuma se cache une promesse, celle d'un feu doux qui peut ranimer vos articulations, votre énergie, votre joie. Mais ce feu ne brûle que si vous cessez de le noyer sous vos habitudes. Voilà pourquoi, avant même de parler des alliés du curcuma, je commence toujours par parler de ses ennemis. Car il n'y a pas de guérison sans lucidité, pas de renaissance sans purification. Et parfois, la sagesse commence simplement par un geste aussi humble qu'un choix. Dire non à ce qui vous abîme, pour enfin dire oui à ce qui vous répare. Je me souviens du jour où j'ai compris que la solution n'était pas dans la multiplication des efforts, mais dans la précision du geste. Pendant des années, mes patients augmentaient les doses, cherchaient des poudres plus pures, des gélules plus concentrées, des marques plus chères. Et pourtant, les résultats restaient les mêmes. Faibles, aléatoires, décevants. Un matin, alors que j'observais une tasse de lait doré posée sur mon bureau, j'ai réalisé que tout reposait non pas sur la quantité, mais sur l'alliance. Il ne s'agissait pas de plus, mais de mieux. C'est ce que j'appelle aujourd'hui le trio d'or. 3 alliés capables de transformer une simple épice en remède vivant. Le premier, c'est le poivre noir. C'est une découverte presque accidentelle. Il y a des années, un de mes patients, Marguerite, 78 ans, souffrait de douleurs articulaires depuis plus d'1 décennie. Elle avait tout essayé. Curcuma en gélule, infusion, poudre, rien n'y faisait. Un jour, elle m'a raconté qu'en Inde, les femmes ajoutaient toujours du poivre dans leur préparation au curcuma. Je me suis souvenu d'une étude publiée à Harvard sur une molécule du poivre, la pipérine. Elle agit comme un passeur. Elle ralentit les enzymes du foie qui détruisent la curcumine. Elle ouvre les parois intestinales pour en faciliter l'entrée dans le sang et surtout, elle prolonge sa durée de vie dans l'organisme. Je lui ai donc proposé une expérience. Garder la même dose de curcuma, mais y ajouter une pincée de poivre noir fraîchement moulu. 8 semaines plus tard, ces analyses montraient une baisse spectaculaire de ses marqueurs inflammatoires. Elle me disait, les yeux brillants, « Je n'ai rien changé, docteur, sauf une chose, j'ai ajouté le poivre. » C'est à ce moment-là que j'ai compris, une pincée de poivre valait 1000 grammes de poudre. Mais il y a un détail crucial, la fraîcheur. Le poivre moulu, depuis des semaines, perd la quasi-totalité de sa pipérine. Alors j'enseigne à mes patients ce geste simple et presque sacré. Moudre les grains au moment même où le curcuma entre en contact avec eux.
Cette odeur piquante, ce nuage invisible d'huile volatile, c'est le signal que la magie peut opérer. La nature, quand elle est respectée, répond toujours. Le deuxième allié, c'est la graisse, ou plutôt les bonnes graisses. J'aime dire à mes patients que la curcumine est comme un message scellé. Pour atteindre sa destination, il lui faut un véhicule. Et ce véhicule, c'est le gras. La curcumine est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas pénétrer dans votre sang sans être dissoute dans une matière grasse. Sans elle, elle glisse sur les parois de vos cellules comme la pluie sur une vitre. Mais avec les bonnes graisses, elle s'infiltre, se fixe, se déploie. Je pense à Patricia, 69 ans, une ancienne infirmière de Nice. Elle prenait du curcuma dans de l'eau tiède depuis 1 an, sans effet. Sa hanche la faisait souffrir et une opération se profilait. Je lui ai demandé d'essayer une recette très simple. Une pâte dorée faite de curcuma, d'huile de coco et de poivre noir, rien d'autre. 3 mois plus tard, elle est revenue avec un sourire qui valait tous les diagnostics. J'ai annulé l'intervention. Je monte mes escaliers sans douleur. Je me souviens du silence qui a suivi. C'était pas un miracle, c'était une équation résolue. Toutes les graisses ne se valent pas. Certaines nourrissent le feu de la guérison, d'autres l'étouffent. Les graisses raffinées, industrielles, chargées d'oméga 6, sabotent l'équilibre. Mais les graisses naturelles, vierges, riches en oméga 3, deviennent des alliés précieuses. Huile d'olive extra vierge, huile de coco, avocat, gué, noix, graines crues. Chacune joue un rôle de messager. Ensemble, elles escortent la curcumine à travers les barrières digestives, la protègent des attaques du foie et la livrent intacte au cœur des tissus enflammés. Cette compréhension a transformé ma pratique médicale. Pendant des années, on m'avait appris à isoler les molécules, à les purifier, à les concentrer. Mais la nature, elle, fonctionne par alliance, par synergie, par complémentarité. Elle ne sépare pas, elle relie. Et c'est cette logique du vivant que j'essaye de réintroduire dans la santé moderne. Réapprendre à marier les éléments au lieu de les opposer. Le troisième allié, c'est la chaleur. Une vérité simple, oubliée à force de confort. Nous mangeons froid, nous buvons glacé, nous réchauffons tout à la hâte. Mais la chaleur, lorsqu'elle est juste, n'est pas une ennemie. Elle est une initiation. Dans les traditions indiennes, on ne prend jamais le curcuma cru. On le chauffe doucement, entre 60 et 80 degrés, juste assez pour activer ses composés, sans les détruire. La chaleur agit comme une alchimie. Elle rend la curcumine 12 fois plus soluble, elle ouvre les voies d'absorption, elle éveille la vitalité de la plante. Je me souviens de Suzanne, une veuve du Havre, 75 ans, qui vivait seule depuis des années. Elle ajoutait chaque matin du curcuma cru dans ses smoothies froids, persuadée de bien faire. Elle m'a dit un jour, « Je le prends tous les jours, mais j'ai l'impression que ça ne me fait rien. » Je lui ai répondu, « Peut-être parce que vous le réveillez à moitié endormi, chauffez-le, ne le brûlez pas. Parlez-lui avec chaleur et il vous répondra. » Elle a ri, pensant que je plaisantais. Pourtant, elle a essayé. 3 semaines plus tard, elle m'a écrit « Depuis que je le prends chaud, j'ai l'esprit plus clair, je dors mieux et mes pensées ne sont plus dans le brouillard. » Ce jour-là, j'ai compris que la chaleur n'était pas seulement physique, mais symbolique. Elle est le contraire de la précipitation. Elle est ce temps que l'on accorde à la vie pour qu'elle agisse. Ces 3 alliés, le poivre noir, la graisse et la chaleur, ne sont pas de simples astuces de cuisine. Ils incarnent 3 principes universels. L'ouverture, la transmission, l'énergie. Le poivre ouvre les portes. La graisse transporte le message. La chaleur le fait vivre. Quand je les combine, j'ai l'impression de recréer un équilibre ancien, une sagesse qui relie le corps à la nature. C'est une alliance que la science moderne confirme aujourd'hui, mais que les guérisseurs d'autrefois connaissaient déjà par instinct. Je me rappelle encore du visage de Marguerite quand je lui ai expliqué cela. Alors, docteur, il ne s'agit pas de croire, mais de comprendre. Oui, comprendre. Voilà le vrai pouvoir du curcuma. Pas celui d'un miracle, mais celui d'une symphonie dont il faut accorder les instruments. Le curcuma seul, c'est une note. Avec le poivre, la graisse et la chaleur, c'est une mélodie. Et cette mélodie parle la langue du corps, pas celle de la mode ou du marketing. Elle dit « Je t'écoute, je te comprends, je coopère ».
Depuis que j'ai découvert ce trio, je ne prescris plus jamais le curcuma seul. Car je sais maintenant que sa puissance dépend de sa relation aux autres. Et peut-être est-ce là la leçon la plus profonde que cette plante nous enseigne. Rien dans la nature ne guérit seul. Pas l'homme, pas la plante, pas la vie. Tout se guérit par alliance, par équilibre, par chaleur partagée. Chaque fois que j'entends le léger crépitement d'une casserole où mijote un lait doré, j'ai l'impression d'assister à un rituel ancien, une promesse renouvelée entre la terre et le corps humain. Et je me dis que la médecine du futur n'est peut-être pas dans les laboratoires, mais dans ces gestes simples, transmis de main en main, d'âme en âme. Car au fond, le vrai secret du curcuma n'est pas qu'il soigne, mais qu'il réconcilie. Il réconcilie la science et la tradition, la rigueur et la douceur, le feu et la patience. Et c'est sans doute pour cela que depuis des millénaires, il brille de cette couleur d'or, la couleur de la vie quand elle trouve enfin son harmonie. Je me souviens du soir où j'ai écrit pour la première fois le mot protocole doré dans mon carnet de notes. C'était tard, à la lumière tamisée d'une lampe de bureau, le silence de mon cabinet, plongé dans la nuit. J'avais passé des années à observer, expérimenter, écouter les corps, leur résistance et leur réveil. Et ce soir-là, tout ce que j'avais appris se condensait dans une idée d'une simplicité presque désarmante. Il ne suffisait pas de savoir quoi prendre. Il fallait savoir comment et quand, car le corps ne répond pas à la force, il répond au rythme. Le curcuma, lui, est une plante du temps. Il exige la lenteur, la constance et le respect. C'est ainsi qu'est né ce que j'appelle aujourd'hui le protocole doré, une méthode de 3 semaines pour ranimer la relation entre le corps et cette épice millénaire. Ce protocole n'a rien d'un régime ni d'un traitement. C'est un rituel, une discipline douce, une promesse faite à soi-même. Je me souviens d'avoir commencé avec une patiente nommée Élise, 63 ans, ancienne violoncelliste à Paris. Elle souffrait d'arthrose et de brouillard mental, mais ce qui la rongeait le plus, c'était le sentiment de s'être éteinte lentement. Elle me disait « J'ai tout essayé, docteur, mais je me sens comme un instrument désaccordé. » Je lui ai répondu « Et si le problème n'était pas votre instrument, mais la manière dont vous en jouez ?» Je lui ai expliqué que le curcuma n'agit pas comme un médicament que l'on avale, mais comme une symphonie qu'il faut jouer avec justesse. Le matin, le soir, à la bonne température, avec les bons partenaires dans le bon silence intérieur. Ce n'est pas une question de superstition, mais de biologie vivante. Le matin, c'est le moment de l'activation. Le corps sort du repos. Le métabolisme s'éveille. C'est à ce moment que le curcuma peut allumer le feu digestif. Réveiller les cellules, stimuler le sang. J'appelle cela la boisson d'activation matinale. Elle se prépare simplement. 250 ml de lait d'amande ou de coco non sucré, chauffé doucement jusqu'à ce qu'il frémisse, jamais jusqu'à l'ébullition. On y ajoute une demi-cuillère de curcuma en poudre, un quart de cuillère de poivre noir fraîchement moulu, une cuillère d'huile de coco, et pour ceux qui aiment, une touche de cannelle ou de gingembre. Puis on remue, lentement, pendant 1 minute, 60 secondes d'attention, 60 secondes de présence. On ne mélange pas seulement des ingrédients, on tisse un accord. Je conseille toujours de boire cette préparation à jeun ou au moins 2 heures après le petit déjeuner pour que le corps puisse en absorber toute la richesse. Le secret n'est pas la puissance du curcuma, mais la disponibilité de votre organisme. Le soir, c'est le moment inverse, celui de la réparation. Le jour a brûlé son énergie, les tissus ont accumulé leurs micro-blessures, les pensées se sont dispersées. C'est alors qu'entre en scène la pâte réparatrice. Elle se prépare en chauffant doucement un quart de tasse de curcuma, une demi-tasse d'huile de coco et 2 cuillères de poivre noir fraîchement moulu. On remue jusqu'à obtenir une pâte homogène dorée qui emplit la pièce d'un parfum chaud et apaisant. Cette pâte, conservée dans un petit bocal en verre, devient une alliée fidèle. Chaque soir, avant de dormir, on en prend une demi-cuillère, diluée dans de l'eau chaude. Je me souviens du visage d'Élise après 3 semaines de ce rituel. Ses yeux avaient changé. Il y avait cette lumière particulière qu'ont les gens qui se réapproprient leur corps. Elle m'a dit « Je n'ai pas seulement moins mal, je me sens à nouveau vivante, comme si chaque cellule respirait. » Et c'est exactement cela, le cœur du protocole doré.
Redonner au corps la possibilité de respirer, de circuler, d'écouter ses propres cycles. J'aime rappeler à mes patients qu'il n'y a pas de guérison sans rythme. Nous avons oublié cette vérité parce que nous vivons dans un monde d'instantanéité. On veut tout, tout de suite. Le résultat sans la patience, la transformation sans la discipline. Mais la biologie ne répond pas aux injonctions, elle répond à la constance. C'est pour cela que j'insiste sur ces 21 jours, ni plus, ni moins. 3 semaines, c'est le temps nécessaire pour que le corps réapprenne, que les cellules reconnaissent, que le foie cesse de se défendre et commence à coopérer. Pendant ces 3 semaines, j'invite mes patients à observer non seulement leurs douleurs physiques, mais leurs émotions, leur sommeil, leur clarté mentale. Car le curcuma agit sur plusieurs plans à la fois. Certains remarquent d'abord un sommeil plus profond, d'autres une meilleure digestion, d'autres encore une humeur plus stable. Le corps, quand on lui parle dans la bonne langue, sait comment répondre, mais ce protocole n'est pas une suite de gestes mécaniques, c'est une rencontre, une manière de dire à son corps « je t'ai oublié trop longtemps ». Me revoilà. Chaque fois que je prépare mon propre lait doré, je repense à mes patients, à Colette, à Jean-Paul, à Georges, à Patricia. Tous différents, mais unis par une même découverte. La santé ne se récupère pas, elle se reconstruit. Un jour, un patient m'a demandé « Docteur, pourquoi parlez-vous toujours de rituel et pas de traitement ?» Je lui ai répondu « Parce que traiter, c'est agir contre ritualiser, c'est agir avec 15. Et le corps n'a pas besoin d'un adversaire, il a besoin d'un allié. » Je crois profondément que la guérison commence là, quand on cesse de dompter le corps et qu'on commence à dialoguer avec lui. Le curcuma n'est qu'un messager. Ce que je transmets à travers lui, c'est une philosophie, celle de la réconciliation. Certains de mes confrères trouvent ce discours trop poétique. Ils me disent « Vous parlez comme un moine ». Peut-être. Mais les chiffres, eux, ne mentent pas. Sur des dizaines de patients qui ont suivi le protocole doré, la majorité ont vu leurs marqueurs inflammatoires baisser, leur mobilité augmenter, leur morale se redresser. Et au fond, qu'est-ce que la science sinon la poésie des preuves? Je n'ai jamais voulu que ce protocole devienne une mode. C'est pourquoi je dis toujours, n'y croyez pas, essayez. Car la vérité du corps ne se prouve pas dans un discours, mais dans une expérience vécue. 3 semaines de constance valant mieux qu'1 an de scepticisme. Je demande souvent à ceux qui terminent ces 21 jours d'écrire une lettre à leur futur eux. Une phrase simple, sincère, adressée au corps qu'ils auront reconstruit. Élise avait écrit « Je te promets de ne plus te forcer, mais de t'écouter ». C'est cette phrase, plus que toutes les analyses de laboratoire, qui m'a rappelé pourquoi j'exerce ce métier. Parce qu'au fond, le curcuma n'est qu'un prétexte. Le vrai sujet, c'est l'art de vivre. C'est apprendre à replacer la conscience dans chaque geste, à sentir le temps dans chaque gorgée, à redonner une dimension sacrée à ce que nous faisons machinalement. J'aime conclure mes conférences par ces mots. Chaque cuillère d'or est un vote pour la vie que vous méritez. Une vie où l'âge n'est plus une excuse, mais un savoir, où le corps n'est plus une contrainte, mais un compagnon, où la fatigue devient un signal, non un échec. Je crois que la véritable jeunesse n'est pas dans la peau, mais dans la relation qu'on entretient avec soi. Le curcuma, par sa couleur même, nous le rappelle. L'or n'est pas un métal, c'est une lumière intérieure. Et chaque matin où vous prenez le temps de le préparer, chaque soir où vous le buvez avant de dormir, vous allumez en vous cette lumière. Les années dorées ne sont pas derrière vous. Elles commencent maintenant, à la première gorgée de chaleur que vous offrez à votre propre corps. Et si vous tenez votre tasse en ce moment, si vous sentez ce parfum épicé monter vers vous, alors souvenez-vous de cette phrase. Vous n'êtes pas en train de boire une épice. Vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Un chapitre où chaque instant devient médecine et chaque respiration devient gratitude. Quand je repense à toutes ces années passées à observer le curcuma et à accompagner ceux qui cherchaient à retrouver leur vitalité, je réalise que cette histoire dépasse de loin une simple question de santé. Elle parle de notre rapport à la vie, à la lenteur, à l'attention. Nous avons oublié que le corps est un organisme intelligent, qu'il ne se commande pas mais qu'il s'écoute. Nous avons cru que la guérison se trouvait dans les produits miracles.
les gélules importées, les conseils éclairs de la modernité. Mais la vérité est bien plus simple, et c'est peut-être pour cela qu'elle nous échappe. Le corps guérit quand nous lui rendons son rythme naturel. Le curcuma n'est qu'un miroir. Il nous montre à quel point nous avons rompu le lien avec la nature, avec le feu, avec le goût du geste juste. Il ne fonctionne pas quand il est avalé à la va-vite, noyé sous les additifs ou mélangé au poison du quotidien. Il agit seulement quand on le respecte, quand on le prépare avec conscience, quand on lui offre ce que la vie réclame depuis toujours, de la chaleur, du temps, de la cohérence. Ce que j'ai appris à travers mes patients, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de diminuer une douleur ou d'assouplir un genou. Il s'agit de se réaccorder à soi. Chaque fois qu'une personne retrouvait l'énergie de se lever sans souffrir, chaque fois qu'elle me disait « Je dors mieux, j'ai moins peur de vieillir », je voyais une étincelle de dignité se rallumer. Ce n'était pas le curcuma qui faisait le miracle, mais le fait qu'elle ait recommencé à croire à la possibilité du mieux. Nous vivons dans une époque où tout va trop vite, où l'on veut des résultats immédiats. Pourtant, les lois de la nature n'ont pas changé. Le feu a encore besoin de lenteur pour mijoter, la terre a encore besoin de patience pour faire pousser. Notre corps aussi, et c'est précisément là la leçon du protocole doré. La régularité, la bienveillance envers soi-même, la discipline douce. Ces trois forces réunies sont plus puissantes que n'importe quelle pilule. Alors si je devais résumer tout ce voyage en une phrase, ce serait celle-ci. La santé n'est pas un combat à gagner, mais une relation à entretenir. Le curcuma n'est pas un remède, il est un rappel. Un rappel que la vie ne demande pas la perfection, mais la présence. Chaque matin où vous prenez quelques minutes pour préparer votre boisson dorée, vous faites bien plus que nourrir vos cellules. Vous affirmez que votre corps mérite de l'attention, que votre temps a de la valeur, que la lenteur peut redevenir un acte de liberté. Et si cette idée ne changeait pas seulement votre façon de consommer le curcuma, mais votre manière de vivre? Si chaque repas, chaque respiration, chaque regard devenait une occasion de choisir consciemment ce que vous laissez entrer dans votre vie. Voilà, au fond, la véritable médecine, celle qui réconcilie l'esprit, le corps et la terre. Leçon à retenir. La guérison commence quand vous arrêtez de vous battre contre votre corps et que vous apprenez à collaborer avec lui. Écoutez-le, observez ce qu'il vous dit, donnez-lui le temps. Le curcuma, comme la vie, n'agit pas par la force, mais par la constance. Chaque geste conscient, chaque repas préparé avec attention, est une graine de santé semée dans votre futur. Comment l'appliquer aujourd'hui? Ce soir, avant de vous coucher, au lieu de scroller sur votre téléphone, prenez 5 minutes pour préparer quelque chose de chaud, de simple, de vivant. Peut-être une tasse de lait doré. Sentez la chaleur entre vos mains. Respirez profondément. Remerciez votre corps pour tout ce qu'il supporte chaque jour. Ce petit rituel est un acte d'amour, et c'est souvent par là que les grandes transformations commencent. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Selon vous, qu'est-ce qui guérit le plus, les remèdes que l'on prend ou la manière dont on les vit? Écrivez simplement votre réponse en commentaire pour que nous puissions échanger et apprendre les uns des autres. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains contenus. Votre soutien, même petit, est ce qui nous donne la force de continuer à partager ces connaissances oubliées. Et si vous souhaitez faire un don pour encourager la création de nouvelles vidéos, le lien se trouve juste en dessous. Chaque contribution, quelle qu'elle soit, aide à faire vivre ce message de santé, d'équilibre et de lumière. Merci du fond du cœur.